Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau JT de Webullition, concocté par les étudiants du Master Journalisme et Médias Numériques de Metz. Nous sommes le 8 février 2024 et heureux de vous rencontrer pour le premier journal de cette année. Au programme du jour, nous accueillerons sur le plateau Adélie Trimbourg, qui viendra nous parler de la flamme olympique, de son rôle et des conditions pour obtenir son passage. Nous recevrons également Laurent Grune, enseignant à la retraite en STAPS à l'Université de Lorraine, pour évoquer l'importance des Jeux Olympiques à l'échelle de la Moselle. Mais avant cela, nos journalistes se sont rendus à Paris pour évoquer l'état de la Seine, au sein de laquelle des épreuves de natation s'y dérouleront. Nous ferons un détour historique avec un entretien de Jean-Philippe Rohr, médaillé olympique 84 avec l'équipe de France de football. Enfin, nous verrons deux portraits. Le premier, celui d'Eva Bonanstangel, qui sera porteuse de la flamme olympique à Metz, mais également Sarah Bouktit, handballeuse internationale messine, en pleine préparation pour la compétition. Débutons ce journal consacré aux Jeux Olympiques en nous penchant sur l'une des plus grandes promesses de ces Jeux, se baigner dans la Seine sans risque. Le fleuve, qui doit être le théâtre des épreuves olympiques et paralympiques de triathlon, fait l'objet d'une attention toute particulière et pourrait bien forcer les organisateurs à revoir leur copie si la qualité de ces eaux ne s'améliore pas suffisamment d'ici cet été. Nos journalistes Imran Baroudi et Steven Pellan se sont rendus sur place. Nous sommes ici au bord de la Seine, ce fleuve long de 774 km et qui traverse la capitale Paris. La capitale accueillera l'été prochain les Jeux Olympiques et Paralympiques pour la première fois depuis 100 ans. L'État, la région Île-de-France et la ville de Paris sont en branle-bas de combat pour que toutes les infrastructures soient prêtes au moment des JO pour les sportifs et pour les touristes. C'est ici, entre le pont de l'Alma et le pont des Invalides, que se dérouleront les épreuves de triathlon, de paratriathlon et de nage en eau libre. Et ces épreuves se dérouleront directement dans la Seine, réputée pour sa pollution. Et pourtant, de nombreux politiques ont promis de s'y baigner. Moi, je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Bien sûr que je me baignerai dans la Seine, mais l'année prochaine, voilà. Mais qu'en est-il réellement? Pourra-t-on se baigner dans la Seine au moment des JO? Nous avons posé la question à ceux qui la voient tous les jours ou pour la première fois. Quand je regarde l'eau en premier, je ne pense pas que ce soit propre parce que je pense qu'il y a beaucoup de déchets dedans à cause des nombreux touristes à Paris. Donc je sais pas, je crois pas que ce soit propre. Oui, moi aussi, parce que quand vous êtes assis ici et que vous mangez quelque chose, ça peut tomber dans l'eau, comme des emballages ou des choses comme ça. Écoutez, moi je trouve que c'est chouette, parce que c'est intégrer un monument de la ville dans des activités comme ça, donc je trouve ça bien. Comme on a dit, on voit pas à première vue de déchets qui flottent. Nous, on a la Meuse chez nous, on a déjà été nager dedans, il n'y a pas eu de souci, donc pourquoi pas. J'aimerais pas participer et me baigner dans la Seine. Et j'ai des enfants qui se sont baignés dans la Seine, un peu plus loin. Mais ça me donne vraiment pas envie. Actuellement, là, tel qu'on la voit, on n'a pas très envie de s'y baigner. Il y a beaucoup de choses qui flottent actuellement, parce qu'elle est très haute et qu'il a plu beaucoup. Mais oui. Moi, j'habite Paris, je suis dans le 15e. Et c'est ça, oui. Effectivement, il y a pas mal de choses qui flottent actuellement. Mais c'est vrai qu'avec toutes les pluies qu'il y a eu, c'est pas très étonnant non plus. L'inquiétude est donc la propreté de l'eau. Dans la Seine, il y a une pollution assez large, avec notamment des polluants chimiques. Des hydrocarbures, des métaux, des plastiques charriés par les eaux pluviales, mais aussi des bactéries comme E. coli provenant de déjections. Et cette pollution ne doit pas dépasser des seuils réglementaires après prélèvement pour que les autorités autorisent la baignade sans risque. C'est le SIAP qui s'occupe de l'assainissement de l'eau de la Seine. Mais savez-vous ce que c'est? C'est un service public qui dépollue chaque jour les eaux usées de près de 9 millions de franciliens. Mais aussi les eaux pluviales et les eaux industrielles pour permettre à la Seine et à la Marne d'avoir un développement le plus naturel possible. Selon Vincent Rocher, directeur d'innovation au SIAP, la Seine n'a jamais été aussi propre depuis 40 ans. Près de 5000 logements ont été remis en état pour ne pas que leurs eaux usées soient rejetées dans le fleuve. Reste à savoir si ces efforts seront suffisants pour accueillir les épreuves des JO de Paris 2024. On retrouvera la Seine à la cérémonie d'ouverture des JO le 26 juillet prochain. Ce reportage va vous faire remonter le temps. Le 11 août 1984, l'équipe de France de football décroche l'or aux Jeux Olympiques de Los Angeles, pour la première et unique fois de son histoire. Dans l'équipe, un certain Jean-Philippe Rohr, alors joueur du FC Metz. Nous avons rencontré l'ancien Grenat et évoqué avec lui les espoirs pour les prochains Jeux Olympiques.
Ouais, c'est le grand chelem qui réussit. Bravo à tous les joueurs de l'équipe de France. Juin 84, la bande à Platoche remportait le premier titre de l'équipe de France en triomphant de l'Espagne en finale du championnat d'Europe. Ça, on connaît. 2 mois plus tard, la sélection olympique française, coachée par Henri Michel, raflait l'or aux Jeux olympiques d'été de Los Angeles. Nous avons rencontré Jean-Philippe Rohr, ancien Grenat et joueur de l'épopée historique et méconnue de l'histoire des Bleus. Alors sous contrat avec le FC Metz, il est présélectionné par Henri Michel lors d'un stage préparatoire à Bochum en Allemagne. Jean-Philippe Rohr impressionne et donne satisfaction à son coach. Henri Michel me sélectionne pour ce match. Je fais une très très bonne semaine d'entraînement et il me titularise. Je fais un très très bon match et là j'ai commencé à y croire et à espérer. J'ai eu le bonheur d'être sélectionné dans le groupe de 17 pour les JO. Que des gars sympas, des bons footballeurs, mais des belles personnes, un entraîneur charismatique. Le Brésil de Dunga, Dragan Stojkovic et sa Yougoslavie, Franco Baresi pour porter l'Italie. Qu'on se le dise, ça partait mal pour les Bleus et leur début de compétition n'est pas là pour les rassurer. On n'est absolument pas parti là-bas dans la peau d'un favori. Ça a été plus que laborieux. On n'avait pas un groupe pourtant très compliqué, mais on n'a pas été bon. Malgré tout, les Français se qualifient pour les quarts de finale et rejoignent enfin la côte ouest. Donc on intègre le village olympique et là on se rend compte très rapidement de ce que représentent les Jeux olympiques. On rentre dans ce village où on côtoie des centaines de sportifs et pour nous c'était un moment fantastique. Mais à ce moment-là, pas d'espoir de médaille pour le moment. D'abord remplaçant dans les plans d'Henri Michel, il passe titulaire après la blessure de José Touré contre l'Égypte en quart de finale. Victorieux de la Yougoslavie, ça sera un France-Brésil en finale. À 22 ans, Jean-Philippe Rohr se retrouve dans la cour des grands. C'est quand même un grand Brésil, il y a beaucoup d'internationaux. Par exemple, mon adversaire direct, c'était Dunga, qui a été plus tard le capitaine puis l'entraîneur de l'équipe nationale. Ils n'ont pas perdu un match. Enfin, je crois qu'ils étaient au-dessus du lot dans toute la compétition. On a en face des joueurs puissants, rapides. On a des blessés. On a notre défense qui est quand même modifiée par rapport au match précédent. Mais bon, on fait le dos rond et puis ça se passe pas trop mal. Dans 90 minutes peut-être, et peut-être plus également, une médaille d'or au bout de cette finale. Échange de balles, on est en phase de possession. Aux prises avec Pinga, donne à Brisson. Et je m'engage sur le côté droit et je centre en première intention, le centre part bien. Pour Lacombe Rohr qui va pouvoir centrer. Bon centre, c'est pris. Superbe but de Brisson. François Brisson, pas forcément le plus grand joueur de l'équipe, mais qui a une magnifique détente verticale et qui s'élève au-dessus des défenseurs brésiliens et qui ouvre le score. C'était Toufel qui centrait, cette fois ça a été Rohr et à la 9e minute. Contre le cours du jeu, les Français ouvrent le score grâce à François Brisson sur un centre millimétré de Jean-Philippe Rohr. On revoit ce centre de Rohr et ce coup de tête de Brisson. 5 minutes après, le meilleur buteur du tournoi, Daniel Xureble, double la mise, tout réussi au tricolore, devant un public américain conquis du Rose Bowl de Pasadena, qui semble prendre en sympathie l'outsider. C'est par le gardien de but, et c'est Xureble qui marque le 2e but de l'équipe de France. C'est terminé. Monsieur Kaiser siffle la fin du match. Premier Lorrain médaillé d'or avec son coéquipier Philippe Janol, il fait la fierté de la région et s'apprête à réaliser une saison majeure avec le FC Metz. Pourtant, ce succès connaît que peu de retentissement au niveau national. On n'a peut-être pas reçu de la part du gouvernement la reconnaissance que notre titre aurait mérité. Bon, je sais qu'il y en a d'autres qui en ont été affectés. Parce qu'apparemment, je pense que nous sommes les seuls médaillés d'or olympiques à ne pas avoir eu la Légion d'honneur. Les fédérations, le comité olympique français espéraient peut-être plus des disciplines traditionnellement olympiques. Et ça a été une surprise, peut-être notre victoire, et peut-être que le football ne représentait pas pour eux une vraie discipline olympique. Alors que maintenant, elle l'est à part entière depuis quelques années. 2 Coupes du Monde et 1 Euro plus tard,
le statut des Bleus a évidemment changé. Sous la houlette de Thierry Henry, Kylian Mbappé et les siens seront attendus par des millions de téléspectateurs. Jean-Philippe Rohr en fera d'ailleurs partie. Les derniers JO, ça a été un fiasco. Je pense qu'il va y avoir une belle équipe, et en espérant qu'il y ait Mbappé et que la France gagne une médaille d'or. Le 27 juin prochain, Jean-Philippe accueillera en compagnie de 23 autres personnes l'arrivée de la flamme olympique à Metz. 40 ans plus tard, la Moselle n'a pas oublié son héros de l'été 84. En espérant une aussi belle épopée pour les coéquipiers de Mbappé à la maison cet été. Restons en Moselle, Cassandra Tempesta et Claire Furiel se sont rendus aux arènes de Metz pour rencontrer Sarah Bouktit. La handballeuse professionnelle récemment championne du monde avec l'équipe de France a été choisie par Metz pour porter la flamme olympique qui passera le 27 juin dans la ville. Entre ses matchs avec les Dragons et les stages en sélection nationale, elle a répondu aux 5 questions de nos journalistes. Je suis handballeuse professionnelle à Metz et en équipe de France. Conquérante, j'ai envie de dire, parce que j'ai envie de participer aux Jeux Olympiques. Je suis championne du monde, j'ai de la chance d'avoir fait partie de cette équipe sur la compétition. J'ai apporté ce que j'ai pu apporter sur le terrain et en dehors, et forcément j'ai envie d'apporter ça aussi pendant les Jeux. Mais je pense qu'au final, c'est pas si différent parce que je pense que faire une bonne saison avec Metz, c'est ce qui m'apportera une sélection aux Jeux Olympiques. Beaucoup d'excitation. En fait, j'ai envie de voir comment ça se passe, j'ai envie d'être entourée de tous les meilleurs athlètes du monde. En plus, c'est à Paris, ça va être magnifique, il y aura des Français partout, il y aura ma famille. Donc, ouais, très excitée et hâte de savoir si j'y vais ou pas en fait. Eh ben, de mieux en mieux, parce qu'au début, c'est des filles qui avaient déjà un groupe soudé et quand on arrive, forcément, c'est compliqué dans le sens où on n'a pas forcément sa place et on ne sait pas trop où se mettre. Mais plus j'ai passé de temps là-bas et plus j'ai réussi à trouver ma place, j'ai créé des affinités avec des filles que je ne connaissais pas. Et même sur le terrain, au final, on a réussi à apprendre à se connaître et à réussir à faire des actions qu'on n'arrivait pas forcément avant. J'étais émue et le fait que la ville de Metz ait envie que je représente cette ville justement à la flamme, beaucoup de fierté, un peu étonnée même au final parce que c'est quelque chose qui peut changer une carrière et je serais très heureuse de le faire. Et puis changer une carrière à 21 ans, c'est quand même pas mal. Ouais, exactement. On espère que son agenda avec l'équipe de France lui permettra d'honorer son titre de porteuse de flamme. D'ailleurs, Kevin, une autre athlète messine, s'entraîne également en vue des JO. En effet, c'est le visage du relais messin. Eva Bonon-Stangel portera la flamme olympique en juin prochain. Sportive en e-sport, elle suit les pas de son grand-père, lui-même éclaireur aux Jeux Olympiques de Grenoble en 1968. Nos journalistes Manon Legrand et Marie Vin sont allés à sa rencontre. Eva a 20 ans. Elle est étudiante et se passionne pour l'athlétisme depuis 5 ans. Elle est atteinte d'une hémiparésie, une pathologie qui lui fait perdre la motricité de ses membres du côté gauche. Son handicap ne l'a pas empêchée d'être double championne de France dans sa catégorie, une passion presque vitale pour elle. Mais en fait, la meilleure éducation, c'est le sport. Quand on a ma pathologie, j'ai toujours aimé bouger. C'est venu naturellement et j'aime courir, je suis passionnée par la course. C'est très libérateur pour moi et ça fait vraiment partie de mon équilibre. C'est vraiment ce qui me permet d'être sereine et épanouie. Le 27 juin prochain, c'est un nouveau challenge qui l'attend. Coca-Cola l'a désignée comme éclaireuse lors du passage de la flamme olympique en Moselle. Une consécration pour cette athlète originaire de Richemont. J'aurai l'occasion et l'honneur de porter la flamme au prochain jeu en juin. On fait 200 mètres chaque personne, donc on se transmet, donc la flamme est allumée et on fait un relais de ville en ville. Ce sont que des profils emblématiques. On a tous une vocation à travers le sport de façon plus ou moins directe. Moi, je suis athlète en e-sport, très honorée de pouvoir faire partie de ce relais et être le visage du relais messin. Et c'est sous un regard bienveillant que le grand-père de la championne lui passe le flambeau. Mon grand-père a porté il y a 56 ans la flamme
parce qu'il était footballeur au FC Metz. L'histoire est belle parce que j'aurais jamais pensé pouvoir porter à mon tour la flamme. En tant qu'athlète, en plus, l'année des Jeux en France, c'est assez exceptionnel. J'ai beaucoup de fierté, lui aussi d'ailleurs. Il m'a vraiment soutenue et c'est lui d'ailleurs qui m'a encouragée à candidater pour être relayeuse. Il était très fier et je pense que le jour où je porterai la flamme, il le sera encore plus et ça sera très émouvant. Mon parcours est assez singulier et je pense que c'est ma force de caractère qui a fait que déjà j'ai ce parcours-là et qu'aujourd'hui je pratique mon sport et ma passion à haut niveau. Une passion du sport qui se transmet de génération en génération et qui permet à Eva d'atteindre les sommets. La flamme olympique arrivera sur le territoire mosellan le 27 juin prochain, un mois avant le début des compétitions. Si les Mosellans auront l'occasion d'observer le passage de la flamme, ce n'est pas le cas des Meurthe et Mosellans, le département s'y étant opposé. Un refus partagé par 9 autres départements français et qui s'explique notamment par des raisons budgétaires. Une chronique d'Adélie Trimbourg. Merci Kevin. Alors comme vous le savez tous, la France accueillera les Jeux Olympiques cette année. Cette grande fête populaire sera l'occasion pour presque tous les Français de se rassembler et de se retrouver autour d'un même événement, le sport, notamment grâce au passage de la flamme, événement incontournable de cette compétition sportive, et ce, depuis 1928. Malheureusement, cette année, tout le monde ne pourra pas y assister pour des raisons budgétaires notamment. 180 000 €, c'est la somme que doivent débourser les départements français pour accueillir le passage de la flamme, et c'est sans compter les dépenses liées à l'événement, comme la sécurité. De plus, cette dépense est la même pour tous les départements. Un problème, selon Anthony Caps, vice-président délégué au sport pour le compte de la Meurthe-et-Moselle, qui voit cette somme comme un éloignement des valeurs olympiques. Selon lui, c'est permettre aux riches de participer, délaissant les départements qui ne peuvent se le permettre. Un geste aux antipodes des valeurs du sport, déplore le vice-président. Au-delà de la somme, jugée exorbitante, c'est le principe même de payer pour un événement qui se veut être une fête populaire qui rebute Anthony Caps. Il voit cette question du passage comme un principe élitiste dépassant les valeurs des Jeux Olympiques. Le fait de devoir payer les a directement refroidis, justifie Anthony Caps. Ce sentiment d'élitisme est également partagé par Laurent Grune, ancien professeur au département STAPS à l'université de Bridoux, aujourd'hui à la retraite. Selon lui, la flamme olympique possède un intérêt symbolique et donne une vision positive du monde par la solidarité, les valeurs de partage et d'effort. Un symbole malheureusement perverti, explique-t-il, en raison de ce coût économique. De ce fait, les Jeux Olympiques n'ont, d'après lui, plus rien d'une fête populaire. Si 10 départements français ont refusé le passage de la flamme, ce n'est néanmoins pas assez, selon Laurent, qui aurait espéré un boycott plus général. Une façon pour lui d'envoyer un signal fort au comité olympique et politique sur la perversion de ces Jeux Olympiques. En tout cas, cette somme de 180 000 €, combinée aux problèmes d'hébergement ou encore de transport, sont pour Laurent et pour beaucoup d'autres les prémices de Jeux Olympiques qui s'annoncent mouvementés et compliqués. Merci Adélie pour cette chronique. C'est bientôt la fin du JT, mais avant de conclure, accueillons sur le plateau monsieur Laurent Grune. Désormais à la retraite, il était anciennement responsable de Master MEF en vue du CAPES et enseignant-chercheur en STAPS à l'Université de Lorraine. Auteur d'ouvrages sur l'histoire du sport, il aura un regard attentif sur ces Jeux Olympiques 2024 et leurs impacts en Moselle. Bonjour monsieur Laurent Grune. Bonjour. Comment allez-vous? Parfaitement bien. Ravi d'être invité. Ravi de vous accueillir. Vous avez entendu la chronique d'Adélie sur ce passage de la flamme olympique. Quelques questions à ce sujet. Le premier, on entend beaucoup parler de flamme olympique, mais au final, quelle est son origine? Et plus précisément, quelle est l'origine du relais de cette flamme olympique? D'accord. Alors je vais remonter à l'Antiquité où il n'y a pas de passage de flamme olympique. Il y a une flamme, un feu qui brûle constamment dans les Jeux Olympiques et puis les Jeux pythiques. Enfin, il y a plusieurs formes de jeux, mais les Jeux Olympiques. Et ce feu est entretenu. En 1928, le comité olympique décide aux Jeux d'Amsterdam de tout simplement créer une flamme olympique. Et en fait, c'est le régime de Hitler, le régime nazi, qui décide, lui, d'exploiter une politique eugénique, politique raciale, et de constituer une Allemagne hégémonique, aryenne, par rapport à des origines helléniques, grecques, et donc qui invente, à des fins de propagande du régime nazi, ce passage de la flamme olympique et cette transmission de main en main.
On peut donc dire qu'aujourd'hui que les valeurs ont bien changé. Y a-t-il eu un changement d'ailleurs? Oui, quand même, tout à fait. Effectivement, il y a toujours cette transmission, mais elle est certes à des fins de propagande, mais pas de propagande idéologique. C'est plutôt des fins de propagande symboliques, de propagation des valeurs du sport par le CIO. Et puis parfois, les États s'en emparent pour justement mettre en avant leurs capacités technologiques. Je pense par exemple au passage de la flamme dans la navette spatiale ou bien sous la barrière de corail lors des Jeux de Sydney en 2000, justement en employant des technologies. Mais globalement, oui, il y a un bouleversement des valeurs. On passe de l'idéologique, la propagande du régime nazi, à un véhicule de transmission de valeurs plus humanistes, de solidarité, de partage, et une petite exploitation justement par les États de leur spécificité, leur avance technologique par la même occasion quand ils peuvent le faire. Sur l'île de la Flamme, on va passer à une échelle plus locale. Adélie l'a dit, certains départements s'y sont opposés. C'est notamment le cas de la Meurthe-et-Moselle. Anthony Caps, on l'a entendu, nous a expliqué que c'était principalement pour des raisons budgétaires. On le rappelle, passage de la Flamme, c'est 180 000 € pour un département. 10 départements en France, les Vosges également, dans le Grand Est. Quel est votre avis sur la question? Alors moi, je suis plutôt réceptif à ce refus d'accepter la flamme olympique. Comme l'a dit justement votre chroniqueuse qui a relevé effectivement beaucoup d'éléments pertinents, eh bien ça a un coût pour certains départements. Et comme ce coût, il n'est pas indexé à la taille de leur budget, mais évidemment ça représente une charge très importante, plus importante pour certains que pour d'autres. Et effectivement, je pense aux Côtes d'Armor notamment, pour aller plus loin que le Grand Est, mais certains départements disent non, nous on préfère organiser des événements sportifs qui vont impacter des collèges, des lycées, des pratiquants jeunes notamment, mais c'est un exemple. Justement, les 180 000 €, c'est un prix prohibitif. Et puis, je vais relever quelque chose qui mérite peut-être de l'être, c'est aussi que le département, quand il verse 180 000 €, eh bien en fait, il a le choix que de moins de 10% des athlètes porteurs de la flamme. Alors que les sponsors, Coca-Cola et puis, je ne me revient plus en tête l'autre sponsor, le comité olympique, eux, ont le choix de beaucoup plus d'athlètes porteurs de la flamme. Et je trouve que c'est se priver justement de représentants locaux, des athlètes en situation de handicap, des athlètes méritants, d'anciens athlètes, ou tout simplement des gens qui œuvrent dans le social. Eh bien, c'est se priver aussi de leur faire partager ce moment-là, que finalement, de limiter pour les départements qui ont accepté le coup, à moins de 10% des porteurs de flammes. Donc au-delà de ça, moi j'y vois, je trouve un argument tout à fait, je suis très réceptif plutôt à l'argument qui est de dire on n'a pas le budget, et je le comprends tout à fait. Je suis plutôt sur ce positionnement-là, moi. Mais alors, quelle est la plus-value pour un département comme la Moselle qui a accepté d'accueillir cette flamme? Quelle est la plus-value au niveau départemental? Alors la plus-value, elle reste hypothétique à mon sens. C'est-à-dire que forcément, effectivement, il y a une attente des Français envers les Jeux, même si actuellement certains sont déçus par le prix des places, par le fait qu'il risque d'y avoir une inflation au niveau hébergement, une inflation dans les transports et ainsi de suite. Mais globalement, quand même, il y a une attente. C'est un événement sportif assez considérable, un des plus considérables de la planète, on va dire avec la Coupe du Monde ou le Super Bowl aux États-Unis. Et forcément, le département qui va accueillir justement cet événement de passage de la flamme, mais il en profite aussi pour transmettre ces valeurs de solidarité, de partage qu'on a évoquées. Cette symbolique d'un sport purifié, idéal, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs, on le sait, il suffira de regarder quelques épreuves qui seront invariablement minées par peut-être la tricherie, le dopage et ainsi de suite, même si on ne le souhaite pas. Mais globalement, voilà, on transmet une image positive, une image de département à la page, en phase avec l'événement, en
en phase justement avec une recherche de un petit peu de bien-être social. Enfin, c'est une expression que j'invente, mais globalement, on est dans une période assez tourmentée avec des conflits mondiaux, des conflits qui explosent à 4 coins de la planète. Et on a besoin d'un événement aussi sur lequel se reposer, qui nous permet finalement de juste vivre des événements sympathiques. On a une appétence pour le sport et ça nous permet de déconnecter. Alors, en termes de passage de la flamme, malgré tout, j'ai quelques réserves, c'est-à-dire que la flamme, quand elle passera dans des départements le week-end, le samedi, dimanche, les gens pourront se mobiliser pour aller sur le passage, les lycéens, les collégiens. En semaine, c'est plus délicat. La plus-value risque d'être moindre pour certains départements. Je ne le souhaite pas, parce que je n'ai rien contre la flamme, même si, malgré mes propos antérieurs, mais il se pourrait que, par exemple, sur certains passages, il y ait une absence de spectateurs, par exemple, sur certains endroits du parcours, pas sur le parcours global, évidemment. On le rappelle, la flamme olympique arrivera le 27 juin prochain en Moselle, après son passage en Alsace. Et pour conclure sur cette intervention, on va avoir un sujet un peu plus léger. Selon vous, quel serait votre pronostic de médailles françaises pour ces Jeux Olympiques 2024 et quels sont les sports parmi lesquels les Français pourraient être plus performants? Alors, déjà, je vais revenir sur une petite perspective historique, c'est-à-dire qu'en 2022, 2021 d'ailleurs, le président Macron avait interpellé les sportifs qui revenaient de Tokyo en leur reprochant de n'avoir pas ramené assez de médailles. Et le journal Libération avait fait sa une sur cet événement et le président Macron, à l'époque, s'était fait pas remettre en place, le terme est mal choisi, mais il avait subi des droits de réponse, notamment de Teddy Riner, qui disait à juste titre, parce que historiquement ça a été prouvé, la France n'est pas un pays qui subventionne le sport de haut niveau. Alors évidemment, quand je dis pas, on va mesurer, mais pas assez. C'est-à-dire que les années olympiques, effectivement, les subventions, on les a. Mais les années intermédiaires, c'est-à-dire les 3 ans auparavant pour se préparer, finalement, elles ne sont pas là. Alors, je suis un petit peu long pour répondre à votre question, mais globalement, ce que je veux dire, c'est que le président Macron dit, il faudra 90 médailles. Alors, peut-être, mais il ne l'a pas précisé, peut-être que si dans son propos, il inclut les Jeux paralympiques, peut-être que ces 90 médailles pourraient être envisageables. Mais d'après moi, non. Sur les Jeux Olympiques, il y avait 40-41 médailles dans les meilleurs des cas. Moi, je me situerais à ce niveau-là, jamais les 90. Les moyens n'ont pas été mis, c'est-à-dire que c'est il y a 8 ou 9 ans. Lors du premier mandat du président Macron, il aurait fallu mettre en place de la préparation olympique, des pôles espoirs, ne pas supprimer l'encadrement des conseillers techniques régionaux, ce qui a été fait, avant qu'il y ait machine arrière. Enfin, plus de soutien pour le sport. Et ça n'a pas été le cas. Et y compris dans la formation des jeunes, parce que les jeunes d'il y a 8 ans, maintenant, ils seraient à haut niveau. Et donc, 40 médailles, pour moi, ça sera le maximum. Et alors, pour répondre à votre question, les plus grandes chances de médailles, pour moi, elles se situeraient en handball, peut-être en volleyball, même en sport co, c'est aléatoire dans les sports co, mais en tout cas le handball, pour les féminines comme pour les masculins, un petit peu la natation, un petit peu les sports traditionnels français, c'est-à-dire le judo, même s'il y a plus de concurrence, l'escrime un petit peu, du côté de ce que j'appelle les grands sports type athlétisme, là je vois pas beaucoup de chance, et j'espère sur les sports nouveaux, c'est-à-dire le hip-hop, j'aimerais bien. Et peut-être en escalade. Ça serait une bonne idée. Merci Laurent Grune pour cet éclairage. L'ensemble de la rédaction de Webullition suivra comme vous la délégation française cet été. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à la régie, aux techniciens, à la réalisatrice et à toutes les personnes qui ont participé à la conception de cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux et sur le site webullition.info. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouveau journal. En attendant, nous vous souhaitons à toutes et à tous une très belle journée. À bientôt. C'est tout bon.